Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne L'épargne 2020 où aujourd'hui j'aurai la chance de recevoir Clément. Clément que vous connaissez sûrement, qui a une chaîne YouTube qui va se présenter à vous et que je suis vraiment ravi d'avoir aujourd'hui avec moi. Salut Clément, Salut Lohan, tu vas bien? j'espère que ça va aussi. Ouais, nickel, merci. Merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne, c'est super cool. Avec plaisir. Donc ça va être une des premières fois pour moi où je me retrouve un peu de l'autre côté parce que j'ai l'habitude de faire ce genre d'interview, mais plutôt du côté de celui qui pose les questions. Donc là, ça va être l'inverse, ça va être super sympa. Ça va changer en effet pour toi et pour moi du coup c'est la première fois que je vais plus ou moins mener une interview, donc un nouvel exercice pour tous les deux du coup. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui me suivent et qui te suivent aussi également parce que tu vas nous expliquer un petit peu l'histoire de ta chaîne YouTube un petit peu plus tard dans l'interview. Mais on parle de choses assez similaires, il faut dire ce qui est. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de t'interviewer et que tu as gentiment accepté parce que moi j'aime beaucoup ce que tu fais sur YouTube et aussi sur Instagram. Tu pourras aussi d'ailleurs, si tu le souhaites, nous parler de ton compte Instagram un Yes, petit peu plus avec tard. plaisir. Du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui te découvrent peut-être aujourd'hui, nous dire comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie, ton âge, et tout simplement une petite présentation, s'il te plaît. Ben ouais, avec plaisir. Donc moi, c'est Clément, bravo. Donc comme applaudir, hein. C'est mon nom de famille. Donc du coup, moi, je suis kiné de profession, donc c'est mon métier à plein temps. Donc moi, j'ai mon cabinet avec du coup une activité libérale en cabinet et parfois aussi, je vais un petit peu dans les EHPAD pour les personnes âgées. Donc ça, c'est vraiment mon métier de base. Et ensuite, bah, je suis passionné de sport, donc j'aime beaucoup ça. Ça me prend pas mal de temps. Et je me suis découvert une passion pour l'investissement pendant le confinement en 2020. Parce que du coup, on avait été stoppé au niveau de l'activité. Donc, moi, j'étais un mois et demi à ne rien faire et à tourner en rond. Et au final, je suis quelqu'un d'assez curieux et qui a du mal à tourner en rond, justement. Donc, je me suis rapidement trouvé une activité et c'était d'apprendre sur l'investissement. Donc, c'est comme ça que je suis un peu tombé là-dedans. Et depuis, bah, j'ai pas lâché, hein. J'en suis à avoir monté une chaîne YouTube et un compte Instagram, comme tu disais tout à l'heure. Et je continue de me renseigner dessus et j'essaie d'apporter un petit peu de valeur sur ma chaîne et à travers les contenus que je fais. Super. Bah, du coup, tu as un petit peu en même temps répondu très rapidement à la deuxième question que j'avais à te poser, qui était de présenter tout simplement ta chaîne YouTube et ce que tu présentes comme type de contenu, à quelle fréquence tu publies. Alors, je fais deux types de contenus. Donc, les contenus, enfin, les interviews investisseurs c'est par ça que j'ai démarré en fait. C'était donc le but, c'est d'inviter des personnes, ben, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Le but, c'est d'inviter des personnes sur la chaîne pour discuter de leur patrimoine, leur investissement, ce qu'ils ont mis en place, pourquoi ils l'ont fait, etc., pourquoi ils font ces choix. Donc ça, c'est vraiment le premier format. C'est des formats assez longs, d'environ 1 heure et quart. Et j'ai eu la chance d'avoir sur la chaîne des noms assez connus comme Sébastien Coubard. J'ai eu Mathieu Louvet, Roman Paillet, Valérie, Axel Paris aussi. Donc des personnes qui sont installées quand même depuis un petit moment. Donc j'ai eu assez de chance là-dessus. Enfin, je suis en tout cas très content d'avoir pu les discuter avec eux. Tu m'étonnes. Et d'un autre côté, ouais, c'était super cool. Et j'espère que d'autres noms arriveront rapidement. Ça serait chouette. Et d'un autre côté, je fais des vidéos éducatives, donc tout seul, où j'essaie d'expliquer un petit peu ce que je fais. Donc je fais des vidéos très transparentes où je montre vraiment ce que je fais, en fait les choix que je fais, dans quoi j'investis, pourquoi je le fais, les erreurs aussi que je fais. Mhm. Donc ça, c'est une autre partie des vidéos. Et ensuite, des vidéos plus éducatives sur des sujets précis comme une dernière en date que j'ai sortie, c'était sur la diversification en bourse. Donc voilà, ce mélange de trois types de vidéos entre les interviews, les vidéos où je parle de ce que je fais et dans la transparence la plus enfin, maximale, Mhm. et les vidéos éducatives. Ok. Moi, clairement, je crois que c'est sur ce point-là où je me suis beaucoup reconnu dans tes vidéos, dans le sens où moi aussi, j'essaye d'être le plus transparent possible, de partager ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné aussi, mes erreurs, parce que j'en ai fait plein. Surtout quand j'ai démarré sans formation, j'ai fait toutes les pires conneries du monde. Enfin, c'est un autre sujet. Peut-être on reviendra On y aussi passe tout ça. là-dessus tout à l'heure en fin d'interview, parce que c'est une des questions que j'ai à te poser. On va parler aussi de tes erreurs, parce que je suppose que, comme beaucoup d'investisseurs, tu en as commises aussi. Et du coup, maintenant, j'aurais voulu savoir ce qui, toi, une fois que donc, tu dis que tu as démarré l'investissement en 2020, qu'est-ce qui t'a poussé à finalement créer cette chaîne YouTube?
Alors en gros, ce qui m'a poussé à créer la chaîne, c'est que à force de, je pense que tu dois enfin, le vivre aussi, c'est que quand tu t'intéresses à l'investissement, au bout d'un moment, surtout en bourse, surtout à l'investissement boursier, parce que l'investissement immobilier, c'est un peu à part, il y a beaucoup de gens qui Mhm. s'y intéressent. Mais l'investissement en bourse, on se rend vite compte que dans notre entourage, il y a très peu de personnes qui sont soit intéressées, soit qui s'y connaissent vraiment dans ce milieu-là, et les conversations tournent très vite autour de la bourse est risquée, et avec beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça. Et donc, moi, je voulais continuer de côtoyer et continuer d'apprendre. Donc, c'est pour ça que la chaîne YouTube, je l'ai créée, parce qu'à la base, je voulais échanger avec des personnes qui sont dans ce milieu-là. Donc, ça a démarré parce que je connaissais un peu Romain Payet via sa formation. Mhm. J'avais pu échanger avec lui et tout, on avait sympathisé. Il m'a dit OK pour faire une interview. Et c'est grâce à lui que ça s'est lancé, hein, parce que D'accord. clairement, s'il m'avait pas mis le pied à l'étrier, je suis pas certain que j'en serais là aujourd'hui. Donc, s'il passe par ici, je lui fais un coucou et je lui dis merci. Et donc, du coup, le but, c'était vraiment d'échanger avec d'autres personnes sur ce sujet-là, comme ce qu'on va faire tous les deux, Mhm. pour apprendre des autres, continuer de discuter là-dessus et évoluer personnellement et emmener les autres avec moi tant qu'à faire, hein. D'accord. Bah, je suis d'accord avec toi sur le fait que quand tu commences à t'intéresser un petit peu à l'argent, aux finances personnelles, surtout en France où c'est un sujet très tabou, euh, c'est tabou, mais les personnes, en tout cas moi personnellement, je sais pas toi, mais les personnes autour de moi ont tendance à rapidement me poser des questions sur l'argent, le budget, l'épargne, parce que bah, pour moi c'est pas tabou, donc j'en parle ouvertement. Et c'est assez drôle. Je sais pas si tu as été confronté aussi à ce genre de situation. J'ai eu ce genre de situation-là. J'ai eu aussi oula, tu montres beaucoup trop de choses, t'es fou, etc. Mhm. Alors que moi, je sais pas, j'ai plus, on va dire, cette partie-là de ma personnalité, je suis plus, je pense, outre-Atlantique, on va dire, plutôt Mhm. côté US, où justement ils sont vachement dans celui qui a réussi à justement, enfin, pas peur de montrer en tout cas ce qu'ils font et ce qu'ils ont réussi dans leur vie. Et surtout, parler d'argent, c'est beaucoup moins tabou qu'ici, C'est clair. en France. En- Et donc, j'essaie de combattre un petit peu ça aussi parce que je vois pas pourquoi c'est tabou. Et je pense qu'en plus, en parlant et en le vulgarisant, ça peut aider aussi beaucoup de personnes qui justement n'ont pas forcément les connaissances là-dessus parce que malheureusement, avec l'éducation qu'on a, donc, alors, il y a ses avantages et ses inconvénients à l'éducation française, hein, mais en tout Mhm. cas, une des inconvénients, c'est qu'on nous apprend pas trop quoi faire de notre argent une fois qu'on en gagne. C'est Donc, on clair. nous apprend à gagner de l'argent, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a personne qui nous le dit et il faut se débrouiller un petit peu tout seul et on a très vite fait de faire n'importe quoi. Moi, le C'est ça. premier, quand j'étais jeune, Mhm. j'ai flambé, j'ai acheté des trucs qui me servent plus à rien parce que Mhm. c'était une lubie. Enfin bon, tous ces trucs-là. Et donc, je pense que c'est intéressant que des personnes comme nous qui bah, sommes dans la transparence et sans tabou, ça peut permettre à d'autres personnes qui nous suivent d'essayer d'apprendre là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je trouve quand même que petit à petit, alors je ne sais pas si c'est l'effet Covid où les gens sont mis à s'intéresser notamment à l'investissement en bourse, mais j'ai l'impression que, ou alors si c'est vraiment parce que on est un peu tous les deux immergés là-dedans via nos chaînes YouTube, via nos comptes Instagram, mais j'ai l'impression quand même que c'est moins tabou qu'à une époque, en tout cas, de parler d'argent, comme tu le dis en France, même si ça reste quand même un sujet parfois pour certains difficilement abordable. Mais tu vois, ça se démocratise aussi. Parce que aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'investir en bourse. Tu as des courtiers qui sont arrivés, qui font de la pub à la télé maintenant. Par Mhm. exemple, De C'est vrai. Giro fait de la pub à la télé. Il y a Trade Republic qui avait fait un marketing fracassant, on les voyait partout. Ça devient de plus en plus facile à partir du moment où on s'intéresse un petit peu à ça, d'investir. Donc forcément, à partir du moment où on veut investir, on s'intéresse à l'investissement et au final, on rentre un peu dans la boucle. C'est vrai. Donc je pense que effectivement, c'est un point tabou et c'est un sujet qui se développe. Après, je pense aussi, comme tu as dit, qu'on est un peu dans notre cercle fermé avec les personnes qui s'intéressent à ça. Les personnes qui nous suivent sur YouTube et sur Insta nous suivent pour ça. Et du coup, enfin, moi, j'ai pas mal de questions tous les jours sur ce sujet-là, tu vois. Mais derrière, quand je sors avec mes potes ou des potes, etc., ou même l'exemple récent, hein, des potes de mes parents, donc qui ont la cinquantaine et qui normalement sont déjà censés avoir mis en place pas mal de choses pour leur argent, leur épargne, etc. Bah, ils comprennent pas tout, hein. Enfin même Hmm. très très loin d'avoir les bases. Et puis en plus, je pense que la génération précédente, il n'y avait pas Ouais, encore les banques en ligne. Et donc tout le monde faisait ou fait encore en grande partie confiance finalement à son banquier. Pour gérer son argent,
on allait voir et on continue d'aller voir son banquier dans son agence classique, ouais, en bas de chez soi, alors qu'un banquier, c'est pas un investisseur forcément, quoi. Il y a très peu de banquiers qui investissent de l'argent. C'est Ouais, et puis c'est la confiance dans les C'est ça. banques. C'est ça. C'est parce que c'est un établissement qui a pignon sur rue. On peut descendre de chez soi, aller à la banque si on a un problème. Et on a toujours plus confiance dans la banque. Mais c'est vrai qu'au final, si on veut investir, et d'autant plus si on veut investir en bourse, au final, on va peut-être pas se faire des potes banquiers, hein, mais la banque, c'est pas forcément le meilleur endroit pour investir. C'est clair. Parce que les frais, parce que du coup, ça démonte les intérêts composés. Enfin, Mhm. si vous voulez approfondir là-dessus, il y a plein de vidéos qui sont faites, je pense, sur ce sujet. Mais ouais, les banquiers aujourd'hui sont des. C'est même eux le disent, hein, parce que ma copine est banquière, donc je peux le dire, hein. Mais c'est plus des commerciaux, en fait. Ouais, c'est des vendeurs, ouais, bien sûr. Et c'est ça. Et même eux, ils le disent, donc c'est pas caché. Mais Mhm. de toute façon, c'est déjà bien de s'intéresser à travers les banques. Et ensuite, pour aller plus loin et pour aller plus vite et pour essayer de faire mieux, bah, il faut essayer de le faire soi-même. Bien sûr. Et du coup, je vais faire une petite aparté, comme tu as parlé un petit peu de ton contenu YouTube. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu du contenu que tu proposes sur Instagram? Ouais, avec plaisir. Alors, en gros, sur Insta, alors à la base, j'avais fait des posts vraiment éducatifs parce que le but pour moi, c'était de faire des posts un peu plus percutants parce que YouTube, c'est du format long, donc on peut expliquer plein de trucs et tout, mais il n'y a pas cet aspect réseau social que j'aime beaucoup avec Instagram parce que sur Insta, l'avantage, c'est que les gens ils peuvent venir nous poser des questions en DM et tout. Et moi, je trouve ça super cool. Ou en commentaire, enfin, ça va un petit peu plus loin que sur YouTube. Donc, à la base, je me suis lancé sur Insta pour avoir ce côté relation avec les personnes qui me suivent. C'était le but initial. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire des posts et tout. Et là, j'ai changé récemment un peu les visuels et les posts que je fais. Donc, le but, c'est toujours pareil d'être le plus transparent possible. Donc, je vais montrer un petit peu mon patrimoine, les actions que j'ai achetées, les objectifs, où est-ce que j'en suis sur l'année, des posts éducatifs un petit peu sur la bourse. Là, par exemple, j'ai parlé de l'assurance vie. Et du coup, j'essaie de faire entre 12 et 15 posts par mois sur Insta, mais ça reste une plateforme pour moi secondaire. Ok. Les posts Insta, c'est pas le cœur de ce que je fais. Je préfère YouTube, je préfère me concentrer dessus parce que ça prend beaucoup de temps et vu que j'ai mon boulot à côté Mhm. qui me prend déjà un temps plein, plus mes activités, etc., Bien sûr. c'est difficile de tout gérer. Donc Insta, ouais, c'est plus en mode secondaire et pour échanger avec les gens. Mais ça se développe plutôt pas mal parce que voilà, j'ai pris quasiment 1500 abonnés en 15 jours là. Oui, j'ai vu que tu avais passé les Donc 3000, là, ça y est? ouais, j'ai passé les 3000 aujourd'hui d'ailleurs. Donc Bravo. c'est que ça marche plutôt pas mal non plus, donc tant qu'à faire, Ouais, on c'est prend, cool. hein. T'as raison. C'est que du bonus. Et puis, comme tu dis, le contenu Instagram, c'est totalement différent de YouTube. De ouf. C'est très visuel. Voilà, c'est un petit peu un code couleur comme tu as toi. Ton identité Ouais, c'est propre sur ça. Instagram, c'est totalement différent. Et souvent, c'est même une autre communauté. C'est pas forcément, tu as des personnes qui vont te suivre et sur YouTube et sur Instagram, mais c'est pas forcément le cas. De toute façon, Bah ouais, je mettrai évidemment le lien de ta chaîne en description de la vidéo et puis le lien de ton Insta, bien évidemment. Si nos amis qui regardent cette vidéo veulent aller faire un tour sur ton bah compte, tout simplement. avec plaisir. Je, je vous accueille sur mes comptes avec grand, grand plaisir et j'espère que vous trouverez des choses qui vous intéressent. Ok, super. Du coup, ma question maintenant, même si tu as un petit peu évoqué tout à l'heure le moment où tu avais démarré, qu'est-ce qui t'a amené avant ça à t'intéresser à l'argent, à l'épargne, peut-être au budget, aux finances personnelles et ensuite à l'investissement? Ça a démarré assez tôt, mine de rien, parce que je pense que c'était quand j'étais au lycée, autour de mes 18 ans, avant que je parte à la fac. J'ai commencé à m'intéresser à ça parce que je trouvais, enfin, je m'intéressais du coup à l'argent, mais plus, enfin, je m'intéressais à l'argent pour l'argent. Genre, c'était pas plus par rapport à l'investissement, etc. C'était, ouais, comment on fait pour faire de l'argent, etc. Donc, je me suis intéressé à ça. Je me suis intéressé un petit peu à l'investissement en bourse, mais c'était plus en mode trading, etc. Pour faire de l'argent vite et bien, et comme on peut le voir passer un petit peu partout sur les pubs YouTube, Mhm. devenir riche En 5 en 3 minutes. heures. Voilà. Ensuite, bah, du coup, je me suis renseigné à ce moment-là. Ça m'a passé parce que je suis parti en fac de médecine, du coup, pour mes études de kiné. Donc là, j'avais plus trop le temps de m'intéresser à ça. Et ensuite, j'ai été diplômé en 2017 et j'ai ouvert, du coup, j'ai recommencé à m'intéresser un petit peu à l'épargne, au placement en bourse, etc. au niveau de fin 2019, si je dis pas de bêtises. Et j'ai ouvert une première assurance vie chez Yomoni. Donc, Ok. c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier Mhm. parce que je me disais, ouais, trop bien, il n'y a pas trop de frais.
J'avais vu que les frais, c'était un petit peu ce qu'il fallait éviter pour avoir une performance à long terme. C'était en gestion pilotée, donc j'ai rien à faire. Donc en fait, j'ai commencé à mettre 1000 euros sur Yomoni. Ensuite, j'avais pas toutes les notions de DCA et de régularité, donc j'ai laissé ces 1000 euros en me disant, ah, on va voir ce que ça donne déjà. 1000 euros, c'est beaucoup, ça me faisait un peu flipper. Et après, j'ai mis en place un DCA à partir du moment où je me suis réintéressé vraiment, vraiment à l'investissement en bourse pendant le Covid. Ok. Donc là, j'ai remis en place un virement programmé vers Yomoni de 100 euros. Et à partir de là, j'ai vraiment poussé au maximum mes connaissances là-dessus. Et maintenant, je gère quasiment tout moi-même. J'ai toujours cette assurance vie qui tourne avec les 100 euros qui vont régulièrement dessus. Mais c'est la seule que j'ai en gestion pilotée. Après, tout le reste, je fais moi. Ok, d'accord. Et du coup, avant ça, est-ce que tu étais, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, vraiment une personne qui consommait beaucoup, qui claquait son fric? Ou est-ce que peut-être enfant, tu avais l'habitude, peut-être tu avais un peu d'argent de poche, ou tu travaillais à droite à gauche, et tu étais déjà quelqu'un peut-être qui économisait, qui épargnait sans vraiment t'en rendre compte? Ou c'était quoi tes habitudes quand tu étais plus jeune? Alors, j'étais pas ultra dépensier. Alors, on va dire que j'avais des sortes de petites lubies passagères sur des choses assez chères. La technologie, par exemple, je suis assez friand. Ok, Le dernier iPhone, par exemple, je suis client d'Apple, on va dire. Donc, ce genre de choses-là, je peux dépenser pas mal d'argent. Mais après, quand j'étais jeune, j'ai quand même été toujours assez cadré par mes parents qui m'ont donné quand même une bonne éducation là-dessus. Par exemple, j'ai jamais été à découvert. Donc, j'avais quand même une bonne gestion de mon mhm, argent, même quand j'étais étudiant et que j'en avais pas beaucoup. Et j'ai quand même eu la chance d'avoir une famille qui a mis des choses en place pour moi aussi quand j'étais plus jeune et qui m'ont donné, quand je suis parti à la fac, du coup, un livret A qui avait quand même quelques fonds dessus. Donc, ça m'a permis de commencer à gérer mon argent comme ça. Et donc, j'étais dépensier, mais j'arrivais à gérer. Je ok. dépensais pas plus que ce que j'avais. C'était toujours dans la gestion, même si parfois je craquais un peu, on va dire, mais toujours maîtrisé. Et après, ouais, ça s'est développé avec le temps au niveau de la gestion. Et maintenant j'ai des tableurs, etc., qui me permettent de suivre vraiment précisément. Mhm, Parce que je pars du principe que tout ce qu'on mesure peut être amélioré. c'est clair, C'est c'est Yann Darwin qui disait ça, donc un autre youtubeur beaucoup plus connu, bien sûr. qui a une très très grosse chaîne, qui disait dans un de ses podcasts donc de découper et de mesurer. Et ça m'est resté un petit peu parce que du coup, le fait de tout suivre sur un tableur, ça permet de savoir exactement où est-ce qu'on en est et de prendre des décisions pour justement rattraper le tir si jamais ça va pas. C'est sûr. Donc, je fais ça maintenant. J'essaie comme je pense que tu fais toi au niveau de l'épargne, etc., et de la gestion Alors budgétaire. moi, je suis plutôt sur version à l'ancienne, papier stylo encore, je t'avouerai. Parce que jusqu'à maintenant, comme je t'expliquais un petit peu tout à l'heure, avant qu'on tourne cette vidéo, j'avais pas forcément le matériel pour le faire. Mais, euh, mais clairement, oui, j'ai une autre façon de dire la phrase que tu as dite de Ian Darwin, c'est que ce sur quoi on porte son attention prend de l'ampleur. Donc si on se concentre sur ses finances personnelles, forcément, sur son patrimoine, forcément il va grossir. Donc ça revient un petit peu au même, tout simplement, ouais. Ça Oui, revient un du peu au coup, même. oui, ça revient exactement à la même chose. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, pour les personnes qui te suivent pas encore, mais qui, je suis sûr, vont aller le faire après avoir vu cette vidéo, euh, dans quoi tu as investi jusqu'à présent? Alors, du coup, on va faire bourse ou immobilier, un petit peu tout. Comme tu veux. On se concentre sur la. On va démarrer par la bourse parce que c'est quand même le sujet de nos deux chaînes, principalement, on va dire. Allez, je partage ton Euh, écran. en- Ouais, si tu veux. Allez, Déjà, du coup, j'avais l'assurance vie chez Yomoni, dont je ok. vous ai parlé juste avant, où là, actuellement, j'ai environ un peu moins de 5000 euros dessus. Et là, du coup, on est sur Morning, donc du coup, c'est là où j'ai mes portefeuilles. Donc, j'ai deux portefeuilles ici, un portefeuille ETF, qui est essentiellement sur PEA, donc on va aller dessus, ce sera plus simple, qui est essentiellement sur PEA et sur compte titre, avec uniquement des ETF. Donc, je vais avoir du coup environ 13 144 euros, pour être Mhm. précis, avec des ETF très classiques comme le S&P 500 qu'on peut avoir ici, le Emerging Markets, le Emerging Asia pour être un peu plus sur l'Asie parce que je mets un petit billet sur l'Asie, c'est une petite exposition, mais je mets un petit billet dessus Mhm. pour plus tard, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bien sûr. Le Russell 2000, l'Europe, le MSCI World aussi sur lequel j'investissais avant. Et j'ai également 3 ETF ici en bas qui eux sont sur compte titre. Donc ça, c'est des ETF un petit peu plus poussés. C'est des ETF Smart Beta, ce qu'on appelle. Mhm.
Donc, c'est des ETF MSCI World Quality. Donc, c'est le MSCI World avec un facteur supplémentaire où l'ETF va sélectionner uniquement des actions de qualité supérieure, donc qui sont vraiment au niveau de leurs finances irréprochables. Et il y a le même ici avec le World Momentum. Donc là, ça va être des actions qui sont dans un momentum haussier. Donc ça, c'est deux ETF Smart Beta qui sont du coup là pour essayer de dynamiser un petit peu mon portefeuille ETF. Et ensuite, j'ai un dernier ETF ici pour m'exposer aux crypto-monnaies. Donc ça, c'est ma nouvelle stratégie. D'ailleurs, je pense que le jour où sortira cette vidéo, la vidéo où je parle de cette stratégie crypto-monnaie sera sortie. Mais du coup, c'est un ETF qui permet d'investir sur un panier crypto-monnaie et donc via un compte titre et pas à travers les plateformes crypto-monnaies classiques. Donc ça me permet d'investir sur l'écosystème des cryptos, sur un panier diversifié, sur un courtier régulé, donc il n'y a pas tous les problèmes qu'il y a pu y avoir avec les plateformes comme Celsius et les hacks qu'on peut entendre quasiment toutes les semaines sur les crypto-monnaies. Donc voilà, ça c'est globalement mon portefeuille ETF. Et du coup, j'ai juste une petite question sur cet Ouais, dis-moi. ETF crypto. Du coup, tu investis donc sur compte titre, tu as dit, mais je suppose que cet ETF Ouais. crypto, tu le trouves pas chez n'importe quel courtier. Non, on le trouve chez deux courtiers actuellement. Il est disponible chez Scalable, donc c'est celui que j'utilise personnellement. Et parce qu'en gros, ils mettent un peu comme sur d'autres courtiers qui sont très connus comme Trade Republic, il y a des plans d'investissement programmés qui sont mis en place. Donc Scalable, c'est super pour ça. Donc ça me permet d'automatiser complètement l'investissement sur cet ETF. Et en plus de ça, ils font un truc encore mieux, c'est qu'il y a un prélèvement SEPA qui est mis en place. Donc en gros, ils s'occupent de venir chercher les fonds avec votre accord bien sûr sur votre compte. Ils s'occupent de passer l'ordre et en fait ça se fait en automatique. Ok, t'as Donc rien à faire. c'est génial. Exactement. Donc là c'est du 100% passif sur les cryptos. C'est la stratégie que j'ai décidé de mettre en place à partir de maintenant. Et il y a un autre courtier chez qui c'est disponible pour ceux qui ont déjà un compte titre dessus. C'est chez DeGiro. Mais DeGiro, malheureusement, ils ont augmenté un peu les frais ces derniers temps là. J'ai vu ça. Ils sont passés de 50 centimes à 1 euro, donc c'est un peu moins intéressant. Ok. Et du coup, Donc ça, c'est un... en termes, excuse-moi, je t'ai coupé, en Pas de termes souci, vas-y. d'investissement en bourse, est-ce que tu investis tous les mois la même somme sur ton PEA, sur ton compte titre, ou est-ce que c'est assez aléatoire en fonction de tes revenus qui, je suppose, sont plutôt aléatoires aussi? Ouais, alors du coup, mes revenus en tant que libéral sont assez fluctuants, mais vu que j'ai un tracking très précis au niveau justement je mesure après ce qui rentre, ce qui sort, etc. Je sais à peu près sur 12 mois combien j'ai d'épargne et combien je peux investir. Donc tous les mois, j'investis la même somme. Et sur ce portefeuille-là, j'investis 500 euros, donc 400 euros sur le PEA et 100 euros répartis sur ces 3 ETF d'en bas. Ok. Et du coup, pour Mais c'est tout le temps la même chose. les personnes qui nous regardent, même si je sais qu'elles sans doute qu'elles connaissent un petit peu le fonctionnement du PEA et du compte titre, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu privilégies plutôt le PEA au compte titre actuellement? Alors, le PEA, c'est un avantage quand même français au niveau fiscal qui est non négligeable. Parce qu'en gros, il y a des ETF du coup que vous pouvez mettre dans votre PEA. Et le PEA, ça permet d'avoir une fiscalité allégée à partir de la 5e année de détention. Donc, à partir du moment où vous ouvrez un PEA et que vous le gardez pendant 5 ans, au bout de la 5e année, vous ne serez plus imposé sur vos plus-values et vos dividendes à hauteur de 30%, mais vous serez imposé plus qu'à 17,2%, donc uniquement les prélèvements sociaux. Donc, mine de rien, ça fait quand même un pourcentage non négligeable en moins imposé. Et donc, forcément, ça joue sur la performance. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des ETF et de cette stratégie, en fait, les ETF, c'est une stratégie capitalisante. J'ai que des ETF qui réinvestissent les dividendes et qui ne me les versent pas. Donc, c'est capitalisant. Le but, c'est à très, très long terme. Et donc, le but sur cette stratégie-là, c'est de faire fructifier la boule de neige le plus rapidement possible. Bien sûr. Et donc, je le fais sur le PEA jusqu'à ce qu'il soit le rempli dans l'idéal. Ok. Le plafond à 150 000 euros, il y a encore un peu de temps, mais j'espère y arriver un jour. Bah, tu y arriveras, c'est sûr. On a vraiment, en fait, c'est pas un peu, c'est totalement la même stratégie, en tout cas sur le portefeuille ETF. Moi, mon portefeuille ETF est aussi uniquement, enfin pas uniquement, mais j'en ai un sur PEA. Mais on a vraiment le même objectif long terme, investissement régulier, avec pratiquement le même portefeuille, des ETF très basiques. Et ça roule, quoi. C'est pas compliqué, ça prend peu de temps à gérer, et puis voilà. C'est ça, c'est le gros avantage des ETF, c'est qu'au niveau de la gestion, c'est très simple. Pas besoin de se prendre la tête à analyser des entreprises, à créer un portefeuille sur mesure. Même si je le fais de mon côté, j'ai un portefeuille stock picking, on en parlera juste après, je pense. On en parlera après. Mais
mais c'est aussi c'est le gros avantage des ETF pour quelqu'un qui n'aime pas forcément l'analyse financière, aller sélectionner ses actions. Aujourd'hui, grâce aux ETF, on peut investir de manière 100% passive. Moi j'investis le premier du mois et le 15 du mois pour étaler un petit peu mon investissement. Mhm. Ça me prend 5 minutes le premier du mois et 5 minutes le 15 du mois. Il suffit juste de voir un petit peu sur quel ETF il faut que j'investisse en fonction de l'allocation cible que j'ai sur du coup les différents ETF. Et ça prend très très peu de temps. Donc ça, c'est accessible à tout le monde à partir du moment où on a compris comment fonctionne un ETF, comment du coup essayer d'être optimisé fiscalement via le PEA, etc. Mais c'est assez simple à comprendre quand même. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est ce qui m'a fait clairement basculer de la stratégie dividende, parce que j'ai commencé comme ça, en sélectionnant mes actions, vers petit à petit une stratégie 100% ETF. Mais après, moi, du coup, j'ai les deux stratégies parce que j'ai la chance de pouvoir investir pas mal d'argent quand Mhm. même. Je suis très conscient que bah, j'arrive à investir entre 1200 et 1500 euros par mois. Mhm. Donc, tout le monde ne peut pas faire ça, donc j'en suis très conscient. Et du coup, j'ai deux stratégies différentes. J'ai cette stratégie à ETF et j'ai l'autre stratégie que je vais pouvoir te montrer avec le portefeuille Trident là. Donc Trident parce que je suis la méthode Trident de Romain Payet et c'est Bien sûr. grâce à lui que je sélectionne les actions. Mhm. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller jeter un œil. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs où j'explique un petit peu ce qui se fait dessus, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et du coup voilà, ça c'est mon portefeuille à dividende, du coup qui a une valeur supérieure parce que j'ai commencé par ça. Donc forcément, vu que j'ai démarré par ce portefeuille-là, Un peu il a d'avance. fructifié un petit peu plus vite. Ouais, et je mets plus d'argent sur celui-ci également. Je mets 800 euros sur celui-là Ok. tous les mois. Donc, en gros, tous les lundis, j'achète 200 euros d'une action qu'on a déterminée avec la méthode Trident, qui est intéressante à ce moment-là d'acheter. Ok. Et donc, au final, actuellement, j'ai du coup environ 33 000 dollars investis. J'ai 892 dollars de dividendes annuels. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ça, ces petites fonctionnalités de Morning aussi, c'est sympa parce on peut voir L'évolution l'évolution. de tes Et donc, dividendes. début juillet, ouais, exactement. J'étais à 850 dollars début juillet. Et là, quasiment fin août, je suis à 892. Donc, ça augmente petit à petit. Ça, c'est cool. Mhm. Et j'imagine que tu réinvestis les dividendes que tu touches dans ton portefeuille. Ouais, je réinvestis tout. Ok. Je réinvestis tout. C'est pas forcément optimisé au niveau fiscal parce que c'est sur compte titre via des actions US. Ok. Donc, forcément, je paye la fiscalité sur les dividendes qui me sont versés. Bien sûr. Mais ça fait partie du calcul. Mhm. Je sais que c'est pas forcément optimisé, mais ça fait partie du calcul. Et au final, donc souvent quand on a une stratégie où on sélectionne les actions, certes, le but c'est d'avoir une rente passive avec les dividendes, mais à long terme. Mais c'est aussi essayer de battre le marché dans l'idéal. Et il y a un petit outil là qu'on peut faire sur, euh, sur Monink, c'est un petit backtest par rapport au S&P 500 qu'on peut voir ici. Mhm. Et du coup, on peut voir que depuis le début du portefeuille, on Tu surperforme. bats la Donc, performance du S&P. ouais, c'est la courbe bleue ici. Donc, le plus gros écart, je pense que c'était par ici. Là, ça s'est un petit peu réduit. Mais on est toujours au-dessus de la courbe rouge, donc ça veut dire qu'on surperforme et ça, c'est plutôt cool. C'est cool. C'est deux stratégies totalement différentes, mais je suppose que comme pour le PEA, c'est une stratégie quand même long terme pour ce portefeuille. Totalement, ouais. En vrai, on va dire que je connais pas le bouton vendre Ouais. sur la bourse. Vraiment, mon objectif, c'est de capitaliser petit à petit, que ce soit sur la stratégie ETF ou sur la stratégie à dividende. La stratégie ETF est vraiment capitalisante pour plus tard et me sortir une rente en capital pour plus tard. Mhm. Et la stratégie à dividende, et c'est pour ça que je la mets en place aussi, c'est que les dividendes, le jour où, parce que du coup, ça grossit petit à petit, les dividendes sont croissants, on peut le voir ici, les dividendes augmentent de 8% par an sur les entreprises que j'ai dans mon portefeuille. Et l'objectif, ça serait de me sortir un revenu passif, en fait. Bien sûr. Et ça se fait pas du jour au lendemain, mais le jour où, je sais pas, moi, je gagne, on va dire, 10 000 dollars de dividendes, donc on n'y est pas, c'est pas pour demain la veille, mais le jour où c'est le cas, je me dis, je peux me sortir, on va dire, 800 dollars de dividendes, on va dire, allez, 600, si on enlève la fiscalité, de rente passive sans rien faire. Ouais, c'est top. C'est Et top. ça, c'est aussi l'avantage des dividendes. C'est pour ça que j'ai les deux stratégies. C'est bien, ça permet de comparer. Et puis il y a souvent un petit peu cette bataille entre stratégie 100% ETF et stratégie 100% dividende, alors que les deux ont évidemment des avantages et des inconvénients. Moi personnellement, je parle
essentiellement maintenant d'ETF parce que c'est la stratégie qui me convient, c'est ce qui me convient à moi, mais Mm. c'est pas ce qui conviendra forcément à Pierre, Paul, Jacques. Il faut que chacun trouve ce qui lui convienne le mieux, tout simplement. Mais de ouf, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et c'était pour ça. Et c'est aussi une des lignes de conduite de ma chaîne, c'est que j'ai un peu. Alors, je comprends tout à fait, des fois, c'est des lignes directrices de création de contenu aussi hein, par rapport à des stratégies. Mhm. Comme par exemple, on peut penser à Mathieu Louvet, j'ai fait une interview avec lui, je l'apprécie beaucoup, sa formation elle est géniale et il est très axé ETF, même 100% ETF. Mais tu vois, j'ai un peu du mal aussi avec ça c'est bien et le reste c'est pas ouf. Mhm. Ça dépend, tu vois, genre il y a des gens, en soi l'immobilier locatif à courte durée, c'est ouf et hyper rentable. Mhm. Mais c'est aussi potentiellement plus d'emmerde que la location classique, nue, et qui va potentiellement pas du tout correspondre à quelqu'un d'autre. Bien Donc sûr, c'est bien pour sûr. ça, je pense qu'il faut essayer de... Chacun a sa façon d'investir, avec ses appétences, son aversion au risque aussi, parce qu'il faut en parler, tout le monde ne peut pas C'est clair. investir autant en bourse parce qu'il dort pas tranquille. Mhm. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Chacun doit faire sa propre stratégie. Et c'est pour ça aussi que je vais mettre un petit point d'honneur à ça. Il faut pas copier les autres bêtement. Pour moi, on peut copier et s'inspirer, comme ce que je fais actuellement avec le portefeuille Trident. Hein. Je suis les recommandations de Roman Payet que je connais bien, mais parce que j'ai compris ses analyses, j'ai vraiment analysé tout le process, je sais comment il fonctionne, et je vais aussi vérifier par moi-même certaines données. Et il y a parfois des décisions ou des actions que moi je n'ai pas prises parce que ça me convient pas, parce que ça me correspond pas, etc. Ok, ouais, Donc on peut tu fonces pas s'inspirer. tête baissée, Non, jamais. tu cherches un J'essaie peu quand toujours même de par réfléchir toi-même. par Ouais, rapport à... ouais. Exactement. J'essaie toujours de réfléchir, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est adapté pour ma stratégie, pour mon éthique aussi? Mhm. Parce que par exemple, les entreprises de tabac, même si il y en a certaines qui sont des très très bonnes distributrices de dividendes et qui sont des entreprises très solides, bah, je suis pas forcément aligné, donc je les prends pas dans mon portefeuille. T'as pas envie d'investir Alors dessus. que, ouais, exactement. Alors que pourtant, ben, si on prend juste les chiffres et juste les chiffres, c'est des bonnes entreprises dans lesquelles investir. Je comprends. Je comprends. Mais du coup, est-ce que tu prends par exemple cet exemple-là des actions individuelles, par exemple, qui vendent du tabac ou qui commercialisent des cigarettes, etc. Est-ce que tu es sûr dans les ETF que tu as sur ton portefeuille ETF que tu investis pas dans ces mêmes actions au travers Alors, des ETF? ben, c'est une très très bonne question parce que j'en avais parlé dans une vidéo. Pour moi, c'est une des limites des ETF. On est C'est d'accord. que c'est soit tu prends tout, soit tu prends rien. Mhm. Et j'avais à l'époque parce que j'ai changé de stratégie, j'étais sur des ETF sectoriels à la base, et il y avait un ETF, c'était le PHG, je crois, sur le luxe Mhm. européen. Et dedans, il y avait l'entreprise BTI, donc British American Tobacco, je crois. Mhm. Enfin, je sais plus le nom précis. Mais du coup, une entreprise de tabac qui était quand même dans les 5-6 plus grosses positions de l'ETF. Ok. Et j'en avais parlé, j'avais dit, bah, cet ETF en soi, il est bien. Bon, depuis, j'ai changé de stratégie parce que les ETF sectoriels, c'est plus trop aligné avec ce que je voulais faire. Mais je voulais pas cette entreprise-là, mais j'avais pas le choix. En plus, Et c'est souvent, une des limites. les ETF sectoriels sont beaucoup moins diversifiés que les gros De ETF qui ouf. suivent les gros indices. Je crois que l'ETF dont tu parles, il doit y avoir peut-être une cinquantaine, grand maximum d'entreprises à l'intérieur. Ouais, c'est ça. En général, ouais, les ETF sectoriels, il y a moins de choix. Enfin, il y a moins, c'est moins diversifié. C'est pas qu'il y a moins de choix, c'est juste moins C'est, diversifié. c'est, ouais, c'est moins diversifié et ça va un peu à l'encontre des ETF, Mm. je pense. C'est aussi parce que autant analyser une action en soi, une fois qu'on sait le faire, on a beaucoup de données pour le faire. Il y a des sites qui sont très bien faits, des screeners, même le site par exemple de Zone Bourse qui est très très bien fait pour aller analyser précisément l'entreprise. Mais analyser un secteur entier, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que du coup là il faut essayer de comprendre les enjeux du secteur, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial, etc. Enfin, Bien pour moi au sûr. final c'était choisir des ETF sectoriels, c'était faire des paris sur certains secteurs sans savoir réellement si ça allait fonctionner ou pas. Et j'avais fait une vidéo là-dessus, justement sur les ETF sectoriels. Bah, je m'étais planté parce que j'avais sélectionné 4 ETF européens et le seul que j'avais pas sélectionné, c'était enfin le seul. Il y en avait d'autres, mais c'était l'ETF de l'énergie. Et l'énergie, c'est début 2022, celui qui avait tout pété. Mhm.
Donc, au final, si j'avais pris un ETF global sur l'Europe, bah, j'aurais eu l'énergie compris dedans et je me serais pas embêté à choisir certains secteurs. Bah, ils sont en général moins diversifiés et puis surtout beaucoup plus volatiles parce que comme tu investis dans un secteur, si le secteur performe ou surperforme, bah, ta rentabilité explose et si le secteur s'effondre, bah, tu as toute ta ligne d'ETF qui s'effondre, quoi. C'est beaucoup plus volatile, C'est beaucoup ça, plus risqué. Mais ça peut c'est être une exactement ça. stratégie, ça peut être une stratégie, ça peut être une de diversification. Ah oui, après, toujours pareil, je dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste que moi, ça me correspondait plus personnellement dans ma stratégie ETF. Parce que pour moi, ma stratégie ETF, c'est une stratégie très long terme, passive, où je me prends pas la tête. Je sais que j'ai des ETF géographiques très diversifiés. Je sais que, par exemple, je dois avoir 25% de l'ETF sur l'Eurostoxx 600 et je suis à 23%. Eh ben, je me prends pas la tête. Mhm. Le 15 du mois, j'investis sur cet ETF-là. Je me rapproche de la cible et je jongle comme ça petit à petit. Ok, ok. Du coup, là, tu nous as parlé donc de ton assurance vie déjà chez Yomoni, de tes Mm, portefeuilles ETF en compte titre en PEA, et tu nous as parlé donc de ton portefeuille Trident, qui est un portefeuille donc dividende sur compte titre c'est également. ça. Est-ce que tu as investi dans autre chose? Alors dans l'immobilier, j'ai investi. Ok. Donc ça va rejoindre un peu parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent jusqu'ici, j'avais les questions en avance, donc j'ai pu me préparer un peu. Mais du coup, l'immobilier, ça a aussi été une de mes plus grosses erreurs parce que j'ai acheté ma résidence principale en début 2019, je crois, mai 2019. Et c'est l'appartement dans lequel dans lequel je suis actuellement. Et je l'ai acheté beaucoup trop cher. J'ai eu des problèmes derrière avec des infiltrations d'eau au niveau des cheminées. Ça a été une grosse galère. J'ai été avec des seaux pendant quasiment un an. Il a fallu faire des travaux, etc., etc. Donc bref, pas mal de problèmes. Tout ça parce que j'étais pas formé sur l'immobilier, parce que je m'étais un peu précipité aussi. Donc ça, c'était un de mes autres investissements. Bon, au final, c'est rattrapé par le fait que j'ai acheté assez jeune. J'ai pu acheter à 23 ans, Mhm. 24, 23, 24 ans, un truc comme ça. Donc j'ai pu, enfin je suis quand même passé à l'action assez jeune. Donc au final, c- aujourd'hui, ça s'est rattrapé un petit peu. Mais à l'époque, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et j'ai également investi dans un local commercial où du coup, bah, c'est en fait c'est le local où j'exerce en tant que kiné. Ok. Donc à travers du coup ce local, j'ai un loyer qui rentre du coup en revenu foncier. Donc ça, c'est un investissement locatif. Donc ça, c'est les deux investissements que j'ai actuellement. Et dans l'idéal, donc pour aller un petit peu plus loin dans ce que je vais faire, cet appartement dans lequel je suis actuellement va sûrement devenir un Airbnb Ok. parce que je vais aller acheter une autre résidence principale pour, euh, pour ma compagne et moi, pour avoir un peu plus grand. Et ça va être normalement dans pas trop longtemps. Si on trouve quelque chose de bien, ça sera dans pas trop longtemps. D'accord. Ok. Bah, c'est pas mal. T'as déjà fait pas mal de choses pour ton jeune âge, du coup. Ouais, ben, j'essaye. Ouais. J'essaie de pas procrastiner. Ouais. Et du coup, Et après, les cryptos aussi. les cryptos, oui, à part, j'allais dire, à part l'ETF, est-ce que tu investis dans des cryptos en direct ou d'une autre manière? Alors, ben là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Si vous voulez voir un petit peu tout le chemin que j'ai parcouru, je pense qu'il y aura une vidéo qui sera sortie sur ma stratégie en crypto-monnaie et du coup la nouvelle stratégie que j'ai mis en place. Ok. Donc en l'occurrence, c'est sur Scalable avec les investissements programmés. Mhm. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'erreurs en crypto parce que bah, du coup, je vais faire un petit résumé de ce que je dis dans la vidéo, mais au début, j'ai démarré sur Binance, j'ai regardé pas mal de vidéos sur les cryptos, je me suis vachement diversifié très rapidement, 10, 20 cryptos. Est arrivé le moment où ça s'est cassé un petit peu la gueule en mai 2021. Donc ça s'est bien craché. Moi, j'en avais de tous les côtés, donc je savais même plus comment faire en fait. J'en avais sur des trust wallets, Mhm. sur Binance, sur Swissborg, enfin bref, j'en avais partout. Je me suis dit oula, là, je sais plus par quoi commencer en fait. Donc j'ai tout rassemblé. Après cette période-là, j'avais perdu quasiment 50% de ce que j'avais mis dedans. Donc j'avais mis 2 000 € à peu près. Donc il me restait 1000 balles. Ces 1 000 €, je les ai mis sur Bitpanda. Bitpanda, c'était une plateforme qui permettait, enfin c'est toujours une plateforme d'ailleurs, ça existe toujours, hein, mais qui permet d'investir sur des indices de crypto-monnaie. Donc je m'étais mis là-dessus sur le top 10 et le top 25 des crypto-monnaies avec des plans d'investissement programmés de 50 € sur chacun. Sauf que Bitpanda, il y a un gros problème de fiscalité. C'est le Tu as dû en problème. entendre Mhm. parler peut-être. Mhm, bien sûr. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai basculé sur Scalable via le compte titre et ça évite tous ces swaps et toute cette histoire de fiscalité qui est un peu embêtante.
Parce que pour expliquer aux gens qui sont sur Bitpanda ou qui s'intéressent à Bitpanda, en gros, à chaque ajustement mensuel, vous savez, il y a des petits ajustements qui se font sur les indices. À chaque ajustement, il repasse par les monnaies fiat, donc l'euro ou le dollar, et ça déclenche La la fiscalité, fiscalité. bien sûr. Donc, sur tous les petits ajustements, normalement, vous êtes censé les déclarer. Et bah, je vous raconte même pas la galère que c'est. En fait, c'est une perte de temps énorme. Donc, j'ai décidé d'arrêter Bitpanda. Derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai eu la bonne idée d'acheter une basket virtuelle à 2000 balles. Ça aussi, c'était la bonne idée de l'année. Donc, Steppen, pour ceux qui connaissent, c'était une petite basket. On pouvait aller marcher dans la rue avec un NFT pour générer un token, donc une crypto, l'échanger contre de l'argent. Moi, j'ai jamais fait mon retour sur investissement, hein. Je suis toujours sur l'application, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là aussi, j'avais un petit peu foncé tête baissée sur ce projet-là, quand c'était très hype. Et je regrette un peu parce que bah, j'ai bafoué un peu tous les principes long terme, etc., Mhm. que je m'impose sur la bourse. Et sur les crypto-monnaies, j'ai pas suivi ce que je fais sur la bourse et je pense que ça me servira de leçon. Et donc, du coup, maintenant qu'on en est là, j'ai décidé de mettre en place Scalable avec les plans d'investissement programmés sur l'ETF crypto, mensuel, DCA, long terme, et on verra comme ça. Je pense que c'est la stratégie qui me convient en tout cas. Ça marche. Ok. Eh ben, super, merci pour toutes ces précisions. Ça fait un paquet de choses, un paquet d'investissements. Euh, Yes. Même si tu as déjà répondu à pas mal de questions en termes de stratégie sur PEA, sur compte titre, un petit peu, tu nous as parlé de l'assurance vie que tu as chez Yomoni. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont tu t'es formé vraiment? Est-ce que tu as consommé d'abord du contenu YouTube, des blogs, des livres? Est-ce que tu Ouais. as acheté des formations payantes? C'est à toi. Alors, j'ai démarré via YouTube, je pense, comme beaucoup de monde. Yes, Donc, c'est aussi ce qu'on essaye de transmettre via nos chaînes respectives aujourd'hui. bien sûr. Mais j'avais démarré pendant le confinement avec la chaîne de Romain Payet, donc qui était sur les actions à dividendes, lui, pour être plus précis. Ensuite, j'ai été un petit peu chez tous les youtubeurs hein, parce que ça a explosé pendant le Covid. Donc C'est clair. derrière, il y a eu Mathieu Louvet, Sébastien Coubard, Valérie, il y a Darwin, t'as Mika Bage aussi, Mhm. même si j'ai arrêté parce que j'ai un peu du mal avec le personnage, même s'il est très fort dans ce qu'il fait, ça me correspond pas trop. Mais voilà, j'ai démarré avec énormément de chaînes YouTube. Je pense que pendant le confinement, j'ai poncé toutes les vidéos qui pouvaient exister sur le sujet. J'ai fait toute la chaîne de Eureka aussi, qui est très très fort. Donc c'est plus sur l'économie, D'accord. mais il est vraiment très fort. Mhm. J'ai Excellent également chaîne. acheté son livre derrière que j'ai lu, qui est très bien. La lecture aussi, du coup, j'ai acheté pas mal de livres. J'en ai lu une bonne grosse dizaine, je pense, de livres. Mais je suis pas très lecture, donc j'ai un peu du mal à rester régulier là-dessus. Et derrière, ouais, les formations payantes. Ok, Formations payantes parce que ça te fait passer un step. je suis d'accord. Et ça te fait passer un step au niveau, même, on va parler un peu comme les Américains, hein, mais au niveau du mindset et tout. T'es entouré de gens qui font la même chose que toi. Au niveau de tes peurs et tout, t'es rassuré parce que t'as des gens qui sont dans la même situation que toi, tu peux échanger avec eux. Parce que souvent, il y a des groupes privés, etc. Donc voilà. Et j'en ai fait deux, du coup. J'ai fait la formation de Roman Payet, qui est axée sur le portefeuille Trident et les dividendes. Il y a quand même une partie formation pour comprendre comment fonctionne la bourse, les dividendes, etc. assez complète. Et il y a une autre formation, celle de Mathieu Louvet. Donc, c'est la bourse démocratisée, qui est, du coup, que j'ai fait aussi. Donc, beaucoup plus complète, on va dire. C'est plus au niveau gestion de patrimoine. Et vraiment, c'est un tour d'horizon très complet. Donc, ça va pas être que focus sur les ETF, comme il peut parler dans sa formation. Ça va être le cœur des portefeuilles, mais il va parler également de la fiscalité, du risque, de la construction d'un portefeuille, des obligations, de l'or, des cryptos, des CPI. Alors, bref, c'est vraiment un gros mix, une très très grosse formation qui coûte cher, mais elle vaut le détour. Alors moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis concernant la formation de Mathieu, parce que je suis en plein dedans aussi, Ah, puisque stylé. on continue d'apprendre quoi qu'il arrive et d'adapter ses stratégies et d'apprendre tout simplement. Je rebondis sur le fait que tu dises que la formation soit chère. C'est vrai que c'est un vrai investissement, mais personnellement, pour ceux que ça intéresse, la formation, elle est éligible au CPF. Pour ceux qui ont un compte Alors, je CPF, vais te couper. vas-y, dis-moi. Ouais, je vais te couper parce que c'est plus le cas actuellement, Ah, c'est plus le cas? malheureusement. Ok. Non, c'est plus le cas parce que bon, je veux passer les détails parce que c'est plus à Mathieu t'en parler, hein, mais ça a été un peu une galère pour eux de leur côté au niveau de la gestion parce que forcément il y a beaucoup de monde qui sont arrivés et tout ça, donc ça a été assez compliqué à gérer. Donc
pour le moment, ça n'est plus éligible au CPF. Ok, Donc désolé pour ceux qui avaient le CPF blindé comme quasiment le trois quarts des Français. c'est ça. Et ouais, parce qu'on sait pas trop quoi en faire. Et en l'occurrence, ça aurait été une très très bonne formation avec le CPF. Peut-être que ça reviendra. C'est pas définitif, mais actuellement, c'est plus le cas. Ok. Eh ben écoute, j'ai dû passer juste à temps alors parce que moi j'ai pu profiter justement du CPF pour, Ah bah trop euh, cool. pour cette formation Ouais, il y a et, pas mal de monde, hein. Bah, et du c'est coup, moi, clair qu'elle est enfin, complète, j'ai ouais. fait de l'affiliation avec Mathieu. Mhm. J'en ai parlé un petit peu de sa formation parce que du coup, bah, pour moi, c'est une très bonne formation. Donc, je suis pas formateur. En tout cas, j'ai pas de formation actuellement. Donc, autant renvoyer les gens qui veulent aller plus loin vers bah, ce qui est bien, en fait. Moi, Bien j'ai sûr. trouvé sa formation hyper quali. Donc, autant renvoyer les gens vers lui. Et pendant le CPF, j'ai fait quasiment une vingtaine, enfin, il y a une vingtaine de personnes qui sont passées enfin, qui ont pris la formation, hein. Ok. Donc ça allait très vite en fait, hein. Et Mhm. moi, je suis un petit créateur de contenu. Il n'y a pas énormément de personnes qui me suivent, mais il y avait d'autres personnes comme Julien Oka ou même Mathieu via sa chaîne. Je te laisse imaginer le nombre de demandes à gérer qu'ils avaient de leur côté, hein. Bah, c'est vrai que moi quand j'avais eu, je crois que c'était Orlène au Orlen, téléphone. ouais. Elle m'avait dit qu'ils étaient débordés, quoi. Ça faisait qu'une Ouais, semaine que la formation était éligible au CPF, ils étaient débordés. Donc peut-être qu'elle reviendra. J'espère vraiment pour tous ceux qui pourraient pas s'offrir, en tout ouais, cas, j'espère aussi. s'offrir. Et je dis s'offrir parce que c'est un vrai cadeau. Cette formation est très complète. Moi, j'en suis pas encore à la moitié. J'ai repris depuis le début comme si je ne connaissais rien. J'ai fait pareil, ouais. Et c'est vraiment top, quoi. C'est très bien fait. Euh, c'est très bien fait. Voilà, même C'est très poussé en il fait. y a le module même C'est sur très le mindset, poussé. je le trouve top. C'est très très bien Ouais. fait. Très très bien fait. Non, mais je suis d'accord. Et puis il y a aussi, ce qui est bien, c'est qu'un total débutant qui ne comprend rien du tout au monde de la bourse et qui en a peur, il y a toute la théorie qui est reprise. Ensuite, vraiment, on passe dans vraiment la pratique et la construction de portefeuille, etc., qui sont des parties beaucoup plus intéressantes pour des personnes comme nous qui sont déjà un peu averties sur ce milieu-là. Mhm. Mais ouais, ouais, c'est du bon travail, ouais, c'est cool. Ok. Du coup, on a parlé rapidement de la façon dont tu t'étais formé en bourse. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais commis des erreurs en termes d'investissement. On va rester axé sur la bourse. Est-ce que tu aurais un regret ou une grosse erreur que tu as faite en bourse que tu regrettes et que tu aimerais partager? En bourse, alors disons que vu que je suis assez perfectionniste et que j'ai quand même essayé de me former un maximum gratuitement au début pour ne pas faire de bêtises, Mhm. j'ai pas trop fait des grosses erreurs. On va dire pas des erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Donc je parle vraiment de la bourse, hein. En crypto-monnaie, j'ai fait des grosses boulettes, mais Mhm. sur la bourse, ça va. C'était plus au niveau j'aurais pu démarrer plus tôt. Parce que je m'intéressais déjà à ce sujet-là il y a un peu plus longtemps qu'avant le confinement. J'aurais pu, je pense, démarrer un petit peu plus tôt et donc du coup bah, mettre un peu plus d'argent et actionner les intérêts composés, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaît ça enfin, toutes les personnes qui te suivent doivent être averties à des Ah, intérêts composés. mm, Donc j'aurais pu démarrer un peu plus tôt. Ça c'est un de mes regrets parce qu'au final, en 2019, je mets en place Yomoni. Donc j'ai un mini pied dedans, je suis en train de m'y intéresser, mais je suis pas assez à fond et du coup, je mets pas en place un investissement programmé. Donc en fait, je mets juste mes 1 000 € comme si ça allait devenir 10 000 balles mhm. en un an, alors que pas du tout. Et donc voilà, démarrer plus tôt. Et après, bah, je touche du bois. Pour le moment, j'ai pas trop fait de grosses boulettes. Je me suis toujours concentré sur le long terme, vraiment. Donc tout ce qui est trading, court terme et tout, j'ai jamais fait. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai une petite anecdote aussi qui peut être rigolote. C'est pour toutes les personnes qui achètent leur première action. Moi, la première action que j'ai achetée, c'était sur Interactive Broker. J'ai acheté une action Johnson Johnson. J'ai tellement flippé d'avoir mis de l'argent comme ça sur un compte titre que je connaissais pas trop, avec une interface un peu old school et tout, que je pense que j'ai revendu dans les 2 minutes suivantes. Genre, j'ai acheté, Et t'as vendu. j'ai flippé et j'ai vendu. Et là, je me suis dit, bon, t'es pas prêt, t'es pas assez formé, donc Mhm. on repart, on va se former, on va comprendre, vraiment pousser le truc à fond. Et ensuite, bah là, j'ai remis en place vraiment les bonnes choses petit à petit. Je pense qu'on a tous un peu le regret de. Enfin, moi, je me reconnais aussi dans ce que tu dis, dans le sens où je regrette de ne pas avoir démarré plus tôt, parce que j'ai investi en bourse, ça fait vraiment, ça fait 5 ans.
Mais mon PEA, je l'ai ouvert il y a peut-être le premier PEA que j'avais ouvert dans mon agence bancaire où je payais une blinde de frais parce que j'y connaissais rien. Ouais, Je crois que je l'ai ouvert et pendant 3 ans, je l'ai ouvert et j'ai strictement rien fait. Je sais même pas s'il était bien fait. débloqué. Je crois que je pouvais pas passer un ordre dessus. Il y avait une manip à faire. Voilà, je pouvais rien faire dessus. Mais en fait, j'ai eu un PEA et Ouais, je m'en suis souvent, pas servi. en On est un banque, peu après, tous pareils. il y a des délais, etc. Donc, ouais. Mm. Mais ouais, j'avais aussi un PEA dans la banque au début, mais sur lequel je mettais rien du tout parce que mon banquier m'avait dit que c'était bien. Ouais, bah voilà, ouais, on en Mais revient bon, un moi, je peu à ce qu'on connaissais disait rien, tout donc à l'heure. ouais, c'est ça, hein. Mm. Il m'avait vendu le PEA et bien joué à lui, hein, parce que c'est son taf. Donc, Mhm. il avait bien vendu. Mais Mhm. moi, je savais même pas ce qu'il fallait en faire. Donc, Ouais, ouais, bien sûr. On est un peu tous dans le même délire. On rebondit un peu sur ce qu'on disait sur les banquiers tout à l'heure. Ils nous vendent un vocabulaire qu'on comprend pas forcément. Et puis, c'est ce qu'on disait. On a tendance à vouloir écouter son banquier parce que bah, c'est notre banquier. On se dit, il veut nous faire gagner de l'argent. Mais en fait, non, c'est pas son but. C'est ce qu'on disait. Il est là pour vendre et pour faire du chiffre. C'est une entreprise, hein, ça se c'est comprend. ça. Et voilà, Avec des objectifs et de la pression aussi derrière, hein. bien Donc, sûr. c'est pas eux qu'il faut blâmer, je pense. Bien sûr. Du coup, on a abordé la peur qui a été ressentie, je pense, par 100% ou 99,9% des investisseurs avant qu'ils investissent. Quel conseil, toi, tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans le domaine de l'investissement, quel qu'il ce soit en bourse, en crypto, en immobilier, dans le financement participatif, mais qui est perdu et qui ne sait pas forcément par où démarrer? Est-ce que tu aurais des conseils simples, des choses qu'on peut rapidement mettre en place pour qu'elles se sentent plus à l'aise et qu'elles arrivent finalement à se lancer? Bah, pour moi, le meilleur conseil que je peux donner, je pense, même si on fait pas de conseil d'investissement, je pense que aussi ça vous êtes d'accord, hein, c'est juste euh, nos analyses à nous. Et le meilleur conseil qu'on peut donner, je pense, c'est de commencer doucement. Même si vous avez les moyens d'y aller. Alors attends, juste, j'appuie sur l'AirPod, ça a déclenché la musique. Pardon. Et du coup, ouais, c'est de commencer doucement. Même si vous avez pas mal de budget à louer pour l'investissement immobilier, l'investissement en bourse, peu importe, commencez doucement pour voir comment vous réagissez, pour voir un petit peu votre aversion au risque, pour voir comment vous êtes vraiment avec de l'argent investi sur les marchés financiers. Parce que même si vous pouvez investir, je sais pas moi, 1000 balles par mois, mais que vraiment vous pouvez investir 1000 balles et pas un sou de plus parce que c'est vraiment la limite au niveau de l'investissement, ne commencez pas par 1000 euros, commencez par, je sais pas moi, 200, puis ensuite 400, puis ensuite 600. Et si vous êtes toujours à l'aise, là vous pouvez monter, mais voilà, commencez doucement, je pense que c'est un très bon conseil. Ça permet de pas se brûler les ailes, de faire ses erreurs aussi avec Mhm. moins d'argent sur le marché. Et ensuite, le deuxième conseil qui va un petit peu avec ça, c'est certes commencer doucement, mais une fois que vous avez compris comment vous fonctionnez, quelle stratégie vous voulez mettre en place, et, donc ouais, donc comment vous fonctionnez, quelle stratégie vous voulez mettre en place, là il faut accélérer. C'est à partir du moment où vous vous sentez à l'aise, il faut vraiment mettre l'argent et prendre ce qu'on appelle du risque, hein. De toute façon, on n'a rien sans rien. Donc à partir du moment où vous savez quel type de risque vous voulez prendre, à quel degré de risque vous voulez prendre, ensuite vraiment mettre en place une grosse stratégie en bourse d'investissement régulier dans l'idéal avec du DCA. C'est, je pense, ce que font beaucoup de gens en particulier. Et là, une fois que vous êtes à l'aise, foncez quoi. Ok, donc en premier se rassurer, et Mais puis une fois qu'on s'est commencez, ouais, rassuré, commencez mollo. ouais, je suis d'accord avec Je toi. pense que c'est une bonne pratique, ouais. D'accord. Parce que sinon, on peut Et prendre très peur. Il y a beaucoup de personnes, pardon, je te coupe, mais non, juste, vas-y, vas-y. je pense il y a beaucoup de personnes qui démarrent avec pas mal d'argent, qui font des erreurs, par exemple, qui perdent pas mal d'argent en trading. L'AMF sort les chiffres, 90% des traders particuliers perdent de l'argent. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent. Et ces gens-là ne reviennent jamais à la bourse. Parce qu'ils ont été écœurés, parce qu'ils ont fait les choses trop vite, ils ont fait les choses pas forcément de la bonne façon. Et ils ratent, en fait, tout le côté positif de l'investissement, juste parce qu'ils sont allés trop vite et ils se sont brûlés les ailes. Et ça, je trouve que c'est dommage. C'est pour ça que je pense qu'il faut commencer mollo. Je pense à un excellent conseil de commencer doucement pour se rassurer, surtout quand on a peur. De toute façon, je pense que quand on a peur, on n'a pas envie, même si on a les moyens, de mettre 5000 balles en bourse, surtout si on ne sait pas forcément ce qu'on fait. Moi, je me revois devant mon ordinateur, la première action que j'ai achetée. Je suis resté peut-être une demi-heure avant de cliquer sur acheter, quoi. J'étais Eh terrorisé, oui, quoi. J'étais vraiment terrorisé. ça, ou moi je regardais les cours sur TradingView en mode toutes les 15 minutes pour voir si le marché baissait, parce que
j'avais peur, enfin, je Mhm. comprenais pas ce qui se passait. Et Mhm. ça, je pense qu'on le vit tous avec différentes choses. Mais quand on démarre, forcément, on flippe un peu. Mhm. Puis, à force, au final, bah, moi, j'ai quasiment investi sur les marchés financiers. Je suis à quasiment 50 000, un peu plus maintenant. Et je sais que ma stratégie, elle est érodée. Il va y avoir des hauts et des bas. Et en l'occurrence, il y a quelques mois, là, quand on était dans le creux, bah, j'étais en négatif, hein. Mhm. Mais je sais que c'est le jeu. Et là, c'est remonté parce que les marchés sont remontés. Et voilà, il faut essayer de Faut, faire comme ça, je pense. pour la bourse, il faut comprendre de toute façon que les marchés sont cycliques. Donc il y a des moments, ça monte, on est super heureux, c'est dans le vert, on voit son portefeuille ou ses portefeuilles qui prennent de la valeur. C'est normal, mais il faut accepter que ça ne peut pas faire que monter. La bourse, ça fait partie du jeu. Et c'est là où on voit souvent les personnes qui ont vraiment une stratégie au départ. Parce que à la suite de 2020, quand beaucoup de personnes ont investi, par exemple à la suite du Covid, que la bourse a chuté et puis a pris 30% en quelques mois, il y en a énormément qui ont acheté et puis la bourse est montée et puis elle est montée et puis quand elle est redescendue, ils ont tous vendu parce qu'ils ont tous flippé. La bourse, Ouais. ça peut pas tout le temps monter, ça fait partie du jeu. Et si vous avez une stratégie long terme, de toute façon, ça ne doit pas vous toucher en fait. Vous devez vous détacher de ça et dites-vous que l'argent que vous placez, en fait, il est perdu. Dites-vous dans votre tête, cet argent, c'est comme si vous l'aviez dépensé, comme s'il n'était plus là. Oubliez-le et vous verrez que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous n'allez pas regretter d'avoir démarré, que ce soit avec 50 euros par mois, que ce soit avec 500 euros par mois si vous pouvez, ou plus si vous pouvez aussi. Mais c'est clair, hein, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est sûr. Après, moi, je fais un peu attention à cette phrase aussi où on dit mettez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce que je pense que c'est vrai et c'est faux en même temps. Donc, il faut mettre de l'argent. Et c'est pour ça que moi, sur ma chaîne, j'ai fait une petite playlist où justement, j'explique comment calculer la capacité d'épargne, comment créer une allocation d'actifs, etc. pour justement savoir combien vous pouvez investir par mois sans vous mettre dans le rouge. Donc, j'ai fait une petite playlist là-dessus parce que pour moi, c'est la base et c'est hyper important. Mais, euh, mais moi, je sais que je mets de l'argent parce que je veux pas perdre cet argent. J'essaie de le placer intelligemment. Donc, c'est pour ça que cette phrase, j'essaie de faire un peu attention. Mhm. Et un autre truc aussi, c'est que certes, les marchés, ça monte, on est très content. Mais au final, quand on est un investisseur long terme et qu'on a compris vraiment le mécanisme de la bourse, on est presque content quand ça baisse un peu. C'est vrai. Parce que notre but, en tant qu'investisseur très long terme, c'est de faire de nos achats et d'obtenir un prix moyen le plus bas possible pour notre objectif au niveau du temps, donc c'est-à-dire dans 15, 20, 30 ans pour certains. Donc c'est pas du tout maintenant que en fait on a besoin que la bourse monte. C'est à long terme, c'est d'année en année. Donc au final, plus on achète bas aujourd'hui, plus notre performance sera meilleure dans quelques temps. Mhm. Si on prend l'hypothèse que les marchés continuent de monter, etc., on ne sait pas ce qui va se passer, mais Bien sûr. normalement, vu ce qui se passe quand même depuis plus de 200 ans, ça continue de monter. Donc ouais, les chutes, faut bien les appréhender et pas en avoir peur. Ouais. C'est toujours ce qui est le plus difficile au départ. C'est pour ça que les Français privilégient les livrets bancaires sécurisés, le livret A, le LDDS, le LEP, parce que l'argent, on sait que ça rapporte rien, qu'on perd même de l'argent avec l'inflation, tu le sais aussi, mais Surtout actuellement. surtout actuellement, c'est clair, mais on sait qu'on ne peut pas perdre d'argent. Et c'est un petit peu la discussion que j'avais eue avec Quentin de la chaîne Quentin, l'investisseur minimaliste, la dernière fois où on avait évoqué le fait que les Français en général aimeraient beaucoup investir, mais que la peur de perdre de l'argent, elle est plus forte que Ouais, l'envie d'en gagner. Donc, ouais, c'est ça. du coup, Mais c'est pour c'est ça qu'ils toujours, en investissent. fait, on en revient toujours à un problème de formation, hein. Mm, mm. C'est que on n'est pas averti sur tous ces sujets-là, donc forcément, ce qu'on ne connaît pas, l'inconnu fait peur, entre guillemets. C'est clair. Donc, si on n'est pas conscient de ce qu'on fait, si on n'a pas les connaissances nécessaires pour investir et être serein, bah forcément, on le fait pas parce que ça nous fait flipper, hein. Mhm, mhm. Mais c'est le cas pour quasiment, je sais pas, pour 90% des personnes. Ouais. Moi, ma copine, elle est bancaire. Et Mhm. du coup, bah, son objectif, c'est de faire placer les gens, hein, parce que du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a énormément de gens qui ne veulent pas placer. Genre, qui ne veulent pas. Ils ont peur. Mm. J'ai eu une discussion ce matin, tu vois, pour la petite histoire. Enfin, j'ai pas vu une discussion, j'ai vu un post Instagram d'une personne qui aide les gens aussi à reprendre le contrôle de leurs finances personnelles. Je sais plus le nom du compte, mais c'est un gros compte Instagram où elle expliquait avoir eu un rendez-vous téléphonique avec une personne qui a un petit salaire, qui travaille depuis 20 ans
Et donc, il y a un livret A blindé. Et en fait, quand elle a eu son entretien téléphonique, elle s'est rendue compte que la personne, elle avait plus de 50 000 euros, je crois, ou 45 000 euros sur son compte courant. Parce que son livret A Ouf. était blindé et du coup, pour elle, Elle savait plus elle où le savait pas mettre. quoi faire, elle savait pas ce qu'il était possible de faire et elle comprenait même pas qu'elle perdait de l'argent avec son compte courant, quoi. Ouais. Mm. Mais rien C'était, que ça, c'est la base en fait, hein. Même investir juste pour couvrir l'inflation, ça serait déjà mieux que beaucoup de personnes, hein. c'est sûr. Donc, C'est sûr, mais c'est le problème avec l'inflation, c'est qu'on se dit, la plupart des Français, ils se disent, bon, bah, j'ai blindé mon livret A, cet argent, il est là en cas de besoin, et on voit pas le montant qui change parce qu'on se dit pas que l'inflation grignote notre argent petit à petit, on n'a de pas ouf. conscience de l'augmentation des prix, et du coup, on se dit, bah non, finalement, 2 ans, 3 ans, dans 10 ans, j'ai toujours mes 20 000 euros sur mon livret J'ai A, toujours 20 000. donc, sauf qu'on n'achète pas la même chose dans les années 2000 avec 20 000 euros que Ouais, dans les années c'est 2020, ça. Mais surtout que c'est fourbe parce que c'est petit à petit. c'est clair. C'est la baguette de pain, elle va pas monter de 1 euro à 2 euros en 2 ans. Mais Mhm. au final, c'est vrai qu'au final, si on prend sur 20 ans, bah, peut-être que en 2030, elle sera à 2 euros la baguette de pain. C'est sûr. Et pour nous, ce sera normal parce que l'évolution sera faite petit à petit. Mm. Mais au final, les 20 000 balles qui pouvaient acheter 1000 baguettes à la base, enfin 20 000, 10 000 baguettes, oh, bref, je me perds dans mes calculs. Mais elle peut en acheter beaucoup moins. C'est clair. Ok. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les questions que je voulais te poser. Est-ce que tu aurais un petit mot, le petit mot de la fin pour terminer, quelque chose à dire, quelque chose à rajouter? Oh, je pense qu'on a fait un très bon tour. Ouais, Et je pense qu'on a dit pas mal je de sais pas choses. ce que je pourrais rajouter de plus Tu peux donner par rapport à le ça, nom de mais ton Insta si tu veux, le nom de ta chaîne YouTube, même si je vais les mettre en description, bah, ma chaîne YouTube, c'est Clément Bravo. Donc, c'est pas tout compliqué, c'est mon simplement. nom, mon prénom. Voilà, donc vous verrez, il y a pas mal d'interviews avec des personnes que vous connaissez sûrement. Je pense que ça peut vous intéresser. Et mon Insta, c'est Clément-du-bas, Bravo-du-bas. Et j'essaie de partager un petit peu plus en story et échanger avec les personnes qui me posent des questions. Donc, je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Vraiment, tant que je peux le faire, je le fais. Donc, je réponds souvent par message vocal, etc. pour éclairer et répondre aux questions des gens. Donc, voilà, si vous voulez venir me faire un coucou sur Insta, c'est avec plaisir. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super cool. Bah, J'espère merci à qu'on aura toi. apporté pas mal d'informations et de pistes ou de réflexions aux gens qui nous ont regardés. Et voilà. C'était super. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis, de toute façon, on se revoit très vite. Mais avec plaisir. On se revoit vite et on Et- pourra refaire des trucs comme ça. Ce sera avec Exactement. plaisir. Et n'hésitez pas à aller vous abonner surtout à la chaîne de Clément et à l'Insta de Clément qui sont vraiment très très bien faits. Il donne énormément de valeur de façon très simple, il est très à l'aise, il est super, allez-y, foncez. C'est gentil. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Et bah, à la prochaine. Yep. À bientôt tout le monde. Ciao, salut tout le monde.